Bon, eh bien, bonjour Stéphanie, peux-tu te présenter à nous? Oui, bonjour Lily. Alors, je m'appelle Stéphanie Rodriguez-Pex, je suis française, j'ai 41 ans et j'habite en Colombie depuis presque 16 ans. J'ai 4 enfants et je suis mariée avec un Colombien depuis 15 ans. Faisais-tu avant de vivre en Colombie? Alors, après mon bac à 18 ans, je suis partie en Irlande pour apprendre l'anglais. J'ai habité là-bas pendant 3 ans. J'ai travaillé et au cours de ma dernière année, j'ai pu discuter avec un de mes oncles qui était prêtre et qui m'a encouragée fortement à suivre des formations avec Point Cœur parce qu'il voyait que ma vie était un peu vide de sens et que c'était pas trop moi. Et du coup, je me suis dit, moi je vais quand même le faire, je vais voir ce que ça donne, sans être vraiment convaincue. Et en fait, j'étais très séduite par les formations, par les choses qu'ils demandaient. Donc au bout de 3 formations, on m'a envoyé en Colombie, donc c'est pas moi qui ai choisi le pays, c'est Point Cœur en fait qui avait décidé. Donc je suis arrivée en Colombie, où j'y suis restée 1 an avec Point Cœur. Donc là on habitait en communauté de 5 au sein du quartier, c'est dans le même quartier ici en Colombie. Et on vivait une vie un peu d'apostolat, on vivait un peu comme missionnaire, voilà, auprès de la population. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup la seconde fois à y retourner en Colombie? Alors voilà, après une fois que j'avais fini avec Point Cœur, je suis rentrée en France parce que j'étais malade, donc je suis rentrée un peu contre mon gré. Et en France, j'ai travaillé 2 ans avec une coopérative forestière. Et au bout de ces 2 ans, j'ai appris la fermeture de Point Cœur en Colombie. Alors ça nous a beaucoup attristés avec les anciens de Point Cœur, parce que le Point Cœur avait plus de 10 ans dans ce quartier. Et on a décidé avec des amis d'ouvrir à nouveau une maison d'accueil. Donc avec un nouveau nom, évidemment, quelque chose de nouveau. Et de changer aussi un petit peu certaines choses, de garder la partie, justement, le pilier fondamental qui était la religion, la foi et les apostolats, mais de rajouter un petit peu des aides aussi plus concrètes, économiques. Donc voilà comment on a fondé en 2001 l'association Caminos de Esperanza, qui veut dire chemin d'espoir ou d'espérance. D'accord. Et quelle est la place de la religion dans ta vie? Alors j'ai redécouvert ma foi vraiment en Colombie. Alors, je viens d'une famille très chrétienne, catholique, et j'ai toujours été élevée dans la foi catholique. Mais c'est vrai qu'on a tendance un peu au moment de l'adolescence à s'éloigner un petit peu, peut-être à penser à d'autres choses. Et j'ai vraiment redécouvert ici en Colombie ma foi, parce que les gens vivent avec Dieu tous les jours, remercient Dieu, et ça m'a permis de vraiment redécouvrir l'importance de Dieu dans ma vie et dans tout ce que je fais. Donc j'ai voulu aussi, à travers l'association, en fait, de nos activités, apprendre aussi aux enfants, montrer aux enfants que Dieu passe en premier et que les valeurs chrétiennes sont très importantes dans tout ce qu'on fait. Et quelle est la situation politique actuelle en Colombie? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la situation politique actuelle? Alors quand on était en Colombie en 98, dans le quartier où on habite plus spécifiquement, c'était très très violent et c'était aux mains de la guérilla. Donc c'était extrêmement violent, il y avait beaucoup de morts, je dirais pas tous les jours mais presque. Les gens étaient armés. Même dans le quartier? Même dans le quartier, oui, bien sûr. Et quand on est revenu en 2001, c'est les paramilitaires qui avaient pris le pouvoir. Donc il y avait eu pas mal d'affrontements. Et les paramilitaires, en fait, voulant se montrer, eux, à nouveau les chefs, donc il y a eu beaucoup de nouvelles règles dans le quartier, on devait leur obéir, on devait faire ce qu'ils disaient. Au niveau du pays, alors le problème, moi je pense que le problème s'est pas mal amélioré. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont permis que par exemple le tourisme a pu se développer un petit peu, que les gens maintenant peuvent voyager plus en sécurité. Alors je pense que les violences sont très centrées dans des villages, dans des villes. Maintenant les choses c'est plus protégé, les routes sont plus protégées. Mais il y a toujours ce problème de la guérilla, des paramilitaires et du gouvernement qui s'affrontent, même s'il y a un traité de paix qui a été mis en place, qui malheureusement n'a pas été signé parce que toute la population n'était pas d'accord avec les accords pris avec la guérilla. Mais c'est quand même une belle avancée et on espère que dans les années qui arrivent, on va pouvoir signer le traité de paix avec la guérilla, les paramilitaires, etc. Et à propos du peuple vivant ici, qu'est-ce que tu pourrais dire, ou par exemple du quartier de la Arena?
Alors la population colombienne, en général, c'est une population très très accueillante. C'est des gens qui vivent toujours heureux, ils sont assez cool. Il n'y a pas beaucoup, c'est pas un pays qui souffre de stress, même si c'est un pays qui est en guerre civile. On voit beaucoup que les gens quand même sont heureux. Voilà. Par contre, il y a beaucoup d'inégalités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très très riches, qui vont travailler dans le pétrole ou autre. Il y a beaucoup de corruption. Donc ça, c'est triste parce que le pays souffre à cause de la corruption. C'est un pays qui est très riche dans beaucoup de choses, dans des richesses naturelles, des richesses au niveau de sa population. Mais la corruption fait que c'est un pays qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à se développer. Mais moi, je recommande aux gens de venir visiter la Colombie. C'est un pays qui est magnifique, c'est un pays accueillant. Et les Colombiens sont très très généreux et on est toujours très bien reçus. Et par rapport à la santé, ici, est-ce que les gens pauvres ont quand même accès aux soins? Alors la santé, je crois que c'est... Enfin, je ne connais pas tous les pays du monde, mais je crois que c'est un des pires pays au niveau de la santé. La corruption fait que normalement les gens ont des droits au niveau de la santé, mais qui finalement ce sont des droits qui sont volés. Surtout dans les quartiers pauvres, évidemment, les gens ont normalement un droit à une carte de santé qui leur permettrait normalement d'aller chez le médecin, d'avoir des médicaments. Mais c'est très difficile d'avoir des rendez-vous de médecin, c'est très difficile d'avoir des médicaments. Si ce sont des personnes qui ont des cancers, que ce soit un cancer, un maux de tête, une infection, c'est toujours des petits médicaments contre la douleur, tu rentres chez toi. On voit des cas comme ça tous les jours où ceux qui ne savent pas lire, pas écrire, sont abusés. Donc au niveau de la santé, c'est très 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 mauvais. Surtout dans la ville où on habite, il y a très peu de spécialistes. Et les populations pauvres en souffrent énormément et n'ont même plus envie d'aller chez le médecin parce qu'ils se disent ça sert à rien que j'aille perdre mon temps dans un hôpital où de toute façon ils vont rien faire pour moi. Et par rapport à l'éducation? Alors l'éducation s'est beaucoup améliorée. Je vois la différence par rapport à 98 où il y avait encore beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école. Et là, de plus en plus, on voit que quasiment tous les enfants vont à l'école. Alors il y en a beaucoup qui sortent avant d'avoir pu finir. Mais parfois il y a plus d'aide. Alors c'est difficile parce que les enfants doivent acheter leurs uniformes, leurs fournitures scolaires, les livres, etc. Donc parfois les familles ont envie que leurs enfants étudient et puis sont obligés d'arrêter un moment parce que l'enfant va à l'école sans uniforme, il n'a plus le droit d'y aller. Mais en gros, avant il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient dans les rues et maintenant beaucoup moins parce que le Bienestar, qui est un peu comme la DAS française, a bien travaillé là-dessus et interdit le travail dans les rues, même s'il y en a encore beaucoup qui travaillent dans les rues, qui gardent des voitures, qui gardent des motos, qui vendent des choses. Mais on voit quand même beaucoup moins qu'avant et il y a plus d'enfants qui vont à l'école. D'accord. Et à propos du quartier de la Arena, comment tu pourrais présenter ce quartier? Alors c'est un quartier qui est situé le long du fleuve, c'est un quartier en fait qui est interdit de construction, parce que c'est un passage du fleuve. Et c'est un endroit où les réfugiés, en fait, il y a 80 ans à peu près, un quartier qui a à peu près 80 ans, où des gens sont venus réfugiés de la guerre et sont venus s'installer petit à petit. Donc ils ont monté leur petite maison en bois et ça s'est agrandi. Donc au début c'était tout petit, puis ça s'est agrandi. C'est un quartier qui se faisait beaucoup inonder jusqu'à ce qu'ils aient construit un barrage. Et on voit bien dans le quartier, on voit la rue principale, donc qui est la plus ancienne, ce sont des maisons qui maintenant sont en briques, qui sont en dur. Et les rues derrière ou plus loin, ce sont des familles qui sont arrivées plus récemment. Donc on voit les différences c'est surtout au niveau des maisons qu'on voit les différences, parce que peut-être qu'à l'intérieur les familles vivent de la même façon. Mais voilà, les maisons vont de briques à bois, à différents matériaux. Voilà. Ce sont des gens qui vivent de la pêche et du sable. On a la chance d'avoir le fleuve juste à côté, donc les hommes partent pêcher. C'est des revenus qui sont parfois bons, parfois il n'y a pas de poisson pendant plusieurs jours, parfois ils ont même interdiction de pêcher. Et le sable, en fait, parce que parfois la police fait le tour des fleuves, parce que il y a des moments de reproduction où les poissons sont trop petits, on n'a pas le droit de les pêcher. Donc normalement c'est interdit, ils peuvent avoir des amendes s'ils pêchent à ce moment-là. Donc les gens qui vivent de ça, c'est difficile pour eux. Y a-t-il des problèmes avec le pétrole justement et les poissons? Alors en ce moment, oui. En ce moment, il y a une fuite de pétrole. Et du coup, le fleuve, il y a toute une partie du fleuve qui est... je ne sais pas comment on peut dire, qu'il y a une nappe de pétrole sur le fleuve.
Et du coup, forcément, interdiction de pêche, interdiction... Alors, il y en a quand même qui le font, mais après, c'est au risque et péril de ceux qui vont manger le poisson. Donc, en ce moment, on est dans une grave crise écologique. Et sinon, à propos des problèmes du quartier les plus importants qu'on rencontre? Alors, on a vu l'évolution aussi des problèmes du quartier. Donc, il y a quelques années, c'était... La politique fait que les choses vont changer. En 98, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient avec la guérilla pour gagner un peu d'argent. Il y en avait qui se faisaient assassiner parce que justement, ils ne voulaient plus travailler ou ils disaient qu'ils étaient rapporteurs, c'est-à-dire, il ne faut rien dire contre eux parce que sinon, on se faisait tuer. Après, les paramilitaires sont arrivés, donc très vite, ils ont commencé à enrôler des jeunes, donc en leur faisant des promesses de gagner de l'argent. Et puis après, du coup, les jeunes, enfin, les gens s'habituent à ce genre de travail, c'est-à-dire qu'ils vont racketter les petits magasins, demander des impôts obligatoires. Et puis, alors petit à petit, on entraîne les jeunes à les demander. Après, on leur donne une arme, on leur donne plus de pouvoir, etc. Après, ils deviennent les chefs du gang. Et en ce moment, on est confronté à des gangs, donc avec un chef de quartier qui se dispute avec le chef du quartier d'à côté. Ils veulent avoir le pouvoir. Et on est confronté depuis plusieurs années au problème de la drogue. Donc, avant, c'était le problème du pétrole, c'est-à-dire que le pétrole était volé dans les pipelines et revendu illégalement. Maintenant, on ne voit plus du tout ça, mais on voit le problème de la drogue. Donc, c'est le trafic de drogue avec les gangs. Et ils utilisent les jeunes qui n'ont rien, évidemment, en leur promettant des petits salaires et après de leur donner des armes, etc. Et le quartier a déjà été du coup confronté à On a déjà eu même une bombe, des coups de feu, c'est très régulier. Même si on voit beaucoup moins, on voit justement à cause de ça beaucoup de morts encore. Même des voisins, des enfants dont on s'occupait quand ils étaient petits, qui finalement ont bifurqué, ont décidé de... je pense que c'est des gens qui sont confrontés tellement de pauvreté que quand on leur propose un petit salaire, ils sont tentés d'y aller, de commencer. Alors au début, ils se disent c'est pas méchant, je fais rien de méchant, etc. Mais très vite, ils prennent des armes. Et après, les confrontations, c'est tout de suite avec des armes, on se tire dessus. Et voilà, malheureusement, on a eu beaucoup de jeunes qui se sont fait tuer à cause de ça. Beaucoup? Oui, beaucoup. Parfois, quand je regarde les photos de quand on a commencé en 2001, on voyait le club de foot avec tous les enfants petits. Et avec Octavien, on regarde, on lui dit celui-là il est mort, celui-là il est mort, celui-là il est en prison. Donc c'est vrai que c'est triste parce qu'on a fait un travail avec des enfants et on se dit, il y a quand même un certain nombre d'enfants avec lesquels on se dit qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire, pourquoi on n'a pas réussi. Mais après, on essaye de voir le côté positif aussi des choses. C'est un quartier où on est 2 ou 3 à travailler sur un des quartiers les plus grands de toute la ville. Et on se dit, on essaye de voir les choses positives. On essaye de dire, non, regarde celui-là, l'ingénieur, celle-là, les professeurs, celle-là, regarde comment elle a rangé la maison de sa famille. Donc il faut essayer aussi de voir les choses positives, parce que si on regarde que le négatif, c'est déprimant. Et malheureusement, dans un bidonville, à 2 ou 3 personnes, on ne peut pas changer le monde. Mais c'est toujours bien de voir qu'il y a des jeunes qui ont réussi à s'en sortir et qui font boule de neige après, et puis auprès de leur famille, des voisins, ce sont des choses qui continuent. Et par rapport à l'association, vous êtes combien? Comment s'organise l'association? Alors, en France, il y a un groupe d'une quinzaine de personnes qui sont bénévoles, bien sûr, et qui font partie de l'association. Ah oui. Donc, entre le directeur, la trésorière et toutes les personnes qui aident bénévolement. Donc voilà, alors eux, de leur côté, ils organisent des petites activités pendant l'année, des dîners, des concerts, etc. Ah. Voilà, et en Colombie, eh bien, il y a Octavio qui est un salarié à plein temps. Et puis il y a moi qui suis... vraiment, Octavio travaille toute la journée dans la maison d'accueil. Et moi, je suis avec lui, mais de loin, parce que je suis plus à la maison maintenant qu'avec lui à l'association. Et puis après, il y a des passages de bénévoles, comme vous. Donc ils peuvent rester 2 mois, 6 mois, 1 an. Et puis là, en ce moment, donc, il y a Blandine qui est revenue, mais elle n'est pas revenue comme bénévole, mais elle est là pour nous aider quand on a besoin. Et elle fait partie, elle aussi, de l'association en France. Voilà. Et que penses-tu de l'avenir des jeunes en Colombie? Alors, c'est quelque chose de difficile, parce que moi, au début, je m'étais fait un peu l'illusion qu'au bout de 10 ans, les choses allaient changer. On se fait toujours des grandes illusions.
Et on voit que finalement le quartier, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, comme je te disais, le fait que les enfants vont plus à l'école, etc., on voit que la situation, à cause de la corruption en Colombie, est très très difficile. C'est-à-dire tout ce qui devrait être donné aux pauvres est complètement volé, toutes les aides du gouvernement qui normalement devraient aller pour les bidonvilles, tout est volé, tout est utilisé à des fins qui n'ont rien à voir. Donc c'est compliqué. Tant que la Colombie ne sortira pas de sa corruption, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que la Colombie est un pays très riche, même économiquement. Je vois la ville où on habite, Barrancabermeja, est une des villes les plus riches de Colombie. Et on sait qu'il y a énormément d'argent pour justement des projets en toutes sortes, que ce soit sanitaires, éducatifs, etc., mais qui ne sont pas du tout réalisés. Donc c'est triste. Et toi, te sens-tu plus colombienne ou française? Alors, je me sens quand même très française, encore. Mais c'est vrai que mon cœur est très attaché en Colombie. Mes enfants sont franco-colombiens, ça fait 16 ans que j'habite en Colombie. Donc c'est vrai que je suis quand même très très attachée à la Colombie et ça va me faire du mal quand je vais partir, je pense. Parce que je suis habituée, même mes enfants, ça va... Mais on a envie de rentrer en France pour beaucoup de choses, déjà pour l'éducation des enfants. Au niveau sanitaire aussi, c'est compliqué ici d'avoir des soins qui soient bien, etc. Bon, on n'a jamais eu de problème, grâce à Dieu. Mes enfants ne sont jamais tombés malades, on n'a jamais eu de gros problèmes. Mais c'est vrai que pour l'éducation de mes enfants, je préfère qu'on rentre en France, je préfère qu'ils aient une vie plus... Enfin, ici, ils vivent très enfermés, mes enfants, on a toujours peur dans la rue, on ne peut pas aller faire du vélo, je suis toujours obligée d'être derrière eux. Donc c'est vrai que pour eux, je pense qu'ils auraient une vie quand même plus paisible en France. Est-ce que c'est si dangereux dans la rue de on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui arrive, qui tire sur quelqu'un d'autre, Donc c'est vrai qu'on vit toujours un peu dans ce stress, même si on voit ça beaucoup moins qu'avant. Mais l'autre jour, mes enfants, une petite anecdote, mes enfants étaient chez ma belle-mère et moi j'étais restée au restaurant pour travailler. Et mes enfants m'appellent en disant « Maman, on revient, ma grand-mère va nous accompagner ». Et puis au bout d'une heure, moi je continue à travailler, je n'ai pas fait. Je dis « Ça fait une heure que les enfants ne sont pas rentrés, je ne sais pas ce qui s'est passé ». Et du coup, avec un ami avec une voiture, je dis « Tu peux m'amener chez ma belle-mère, je vais voir ce qui se passe ». Et en fait, ils étaient cloîtrés dans la maison tout au fond en train de trembler. Il y avait des gens qui... Au moment où ils sortaient, quelqu'un était passé en tirant sur un autre des coups de fusil. Ils sont rentrés, ils étaient pétrifiés. Ils avaient eu super peur. Je me suis dit, mais s'ils étaient sortis 2 minutes avant, peut-être qu'ils se seraient fait tirer dessus. Donc c'est vrai qu'on vit un peu toujours dans cette angoisse à chaque fois que je laisse les enfants, je dis, vous restez dans la maison, vous sortez pas dans la rue, etc. Donc c'est rare que ça se passe, mais ça peut se passer. Donc c'est vrai qu'on est toujours un peu dans cette peur. Et alors, si tu pars, comment vois-tu l'avenir de l'association? Est-ce que tu reviendras une fois de temps en temps? J'ai eu une année pour réfléchir vraiment à justement ce qui pourrait se passer. Moi, j'aimerais que quelqu'un, si possible français, puisse reprendre l'association et continuer l'œuvre qui a été faite. J'aimerais que ce soit vraiment quelqu'un qui ait envie de... Enfin, que ce soit pas, par exemple, quelqu'un qui fasse de la politique, qui utilise l'association à d'autres fins. Mais je voudrais vraiment que l'association continue. Je ne voudrais pas demain partir, fermer la porte de la maison et puis dire voilà, c'est fini. Donc ce serait bien si quelqu'un pouvait reprendre, forcément. Parce que quand on a travaillé 16 ans et que si on devait tout fermer, ce serait vraiment très triste, je pense, pour les gens du quartier comme pour nous. Et tu penses qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à le reprendre? Je sais qu'Octavio, ça fait 16 ans qu'il travaille avec moi, il serait largement capable de continuer l'œuvre, mais le problème, ce serait au niveau économique, il ne serait pas capable de... Il faudrait qu'il y ait un soutien de la France, il faudrait qu'il y ait un soutien de la Colombie. Lui, au niveau énergie et capacité, il pourrait continuer l'association. Mais au niveau économique, il ne pourrait pas. Et en vivant ici, ta famille te manque pas un peu? Ah oui, c'est pour ça aussi que j'ai envie de rentrer en France. Parce que ça fait 16 ans que je suis loin, c'est difficile. Et puis j'ai envie de vivre près de mes parents maintenant, enfin pas avec eux forcément, mais j'ai envie d'être un peu plus proche d'eux, un peu plus proche de mes frères et sœurs, et puis que les enfants puissent profiter de leurs cousins, de leurs cousines, de leur famille. Voilà. Tu reviendras une fois de temps en temps, quoi? Oui, je pense qu'on fera l'inverse du coup. On ira en vacances en Colombie, forcément, mes enfants sont colombiens, mon mari est colombien. On reviendra, j'espère, une fois par an au moins. Et la fois où tu as eu le plus peur ici?
Alors, je pense que c'était l'année où je suis revenue, où j'habitais toute seule dans la maison d'accueil. C'était une petite maison qui n'était pas très sûre, avec un petit toit un peu branlant. Et en fait, j'étais surveillée par les paramilitaires. Donc il y avait toujours un paramilitaire qui me surveillait à l'extérieur et qui pouvait même me regarder dans ma chambre parce que j'avais j'avais pas une fenêtre, j'avais une espèce des briques un peu ouvertes, du coup il pouvait m'espionner. Et une nuit où j'étais toute seule et je le sentais qui regardait par ma fenêtre, et je me suis mise à prier je ne sais combien de Je vous salue Marie de notre Père. Et quelques jours après, en fait, une personne m'a dit, voilà, le paramilitaire, il te suit partout, etc. Et en fait, tu es menacée de mort parce qu'il pense que tu es une espionne, etc. Et moi, à cette époque, je savais que quand on avait une menace, c'était assez direct, on se faisait tuer assez facilement. Et du coup, ce jour-là, je me souviens, je suis rentrée chez moi, je ne savais plus quoi faire. Et en fait, j'ai décidé, je me suis dit, voilà, soit je pars et je ne reviens pas, soit j'affronte le problème. Donc ce jour-là, je suis allée chercher le chef des paramilitaires dans le quartier et je lui ai demandé franchement, voilà, est-ce que vous voulez savoir ce que je fais ici? Est-ce que vous voulez rentrer chez moi? Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'espionne tout le temps. Est-ce que vous voulez voir ce que je fais? Est-ce que vous voulez rentrer dans la maison d'accueil? Et en fait, il a été super gentil. Il m'a dit, non, non, t'inquiète pas, on sait exactement ce que tu fais, on sait que tu n'as rien. Et je ne savais pas que quelqu'un te surveillait, donc t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Et en fait, j'ai su après, malheureusement, que le type, il s'était fait un peu maltraité parce qu'il n'était pas censé me surveiller. Mais à partir de là, j'ai plus eu de problème et c'est vrai que j'ai eu assez peur. Ah ouais. Et là où tu as été la plus triste? Eh bien, plusieurs fois. Plusieurs fois des enfants dont on s'occupe qui sont morts, qui sont décédés. Donc ça, c'est vraiment un arrachement. On se sent impuissant, on se dit si j'avais eu plus d'argent, si j'avais fait ça un peu mieux, si j'avais... C'est des morts d'enfants, c'est sûr, c'est toujours très très difficile. Les enfants qu'on a vus depuis tout petit, dont on s'est occupé, et puis tout d'un coup ils attrapent une leucémie ou ils ont une maladie, et puis on est un peu impuissant parce que au niveau sanitaire, on aimerait avoir plus d'argent, on aimerait faire énormément de choses, on aimerait qu'ils aient des chimios, on aimerait qu'ils aient ceci, cela. Et voilà, bon, j'ai été déchirée souvent par la mort d'enfants. Les adultes, c'est plus compréhensible, mais les enfants, c'est très très difficile. Et souvent, je sens que les mamans colombiennes sont plus fortes. Parfois, j'allais à des enterrements d'enfants et j'ai l'impression de pleurer beaucoup plus que la maman, parce que les gens ici sont très très forts, ils sont très croyants. Et ils arrivent à continuer leur vie 2 jours, 3 jours après, ils se remettent au travail. Pour nous, c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas confronté autant à la mort, et c'est beaucoup plus difficile. C'est une famille de combien d'enfants à peu près? Non, dans toutes les familles, il y a eu des décès. Si tu visites toutes les familles, tu demandes combien vous avez d'enfants? Alors, j'en ai 7, mais j'en ai perdu 3, ou j'en ai 5, mais j'en ai perdu 1. Maintenant, on voit moins la mort des enfants, mais quand je suis arrivée avec Point Cœur, etc., il y avait des morts pour beaucoup de petits problèmes. Même au niveau parasitaire, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient à cause des parasites, puisqu'ils n'étaient pas purgés, ou des infections, ou des petites maladies auxquelles ils n'étaient pas vaccinés, etc. Maintenant, un peu moins, mais il y a quand même des enfants il y a quand même trop d'enfants encore qui meurent à cause des problèmes sanitaires. Et la fois où le plus grand nombre d'enfants dans une famille, au sein d'une famille, est-il des enfants des familles d'une dizaine d'enfants Oui, il y a des femmes qui ont 13, 15, 17 enfants. Alors maintenant, beaucoup moins. Parce que justement, le gouvernement fait en sorte de donner plus de messages aux femmes pour qu'elles fassent plus attention à elles, etc. Alors pour moi, au début, ça c'était un problème d'ordre moral. C'est-à-dire, j'en ai parlé avec l'évêque, savoir si on pouvait proposer aux femmes de prendre la pilule, de se faire opérer, etc. Parce que pour moi, comme chrétienne, c'est quelque chose qui ne va pas avec moi, qui est contre la volonté de Dieu. Mais quand on voit des familles qui souffrent tellement, dont le mari qui maltraite sa femme, qui s'en fiche si sa femme a déjà 10 enfants, qui sont tous mourants, qui crèvent de faim. Et donc le prêtre, à ce moment-là, me disait, quand tu vois que c'est un cas vital pour les enfants, il faut que la femme se protège, il faut que la femme se fasse opérer. C'est pas une question d'opérer. Ouais. C'est-à-dire, il me disait, l'évêque, après son dernier accouchement, il faut que tu expliques à la femme qu'il faut qu'elle se fasse opérer pour plus avoir d'enfants. Mais c'est une question, c'est pas comme en France où les femmes choisissent, elles font ce qu'elles veulent, etc. C'est vraiment une question vitale pour le bien des enfants. Et puis il y a tellement de machisme ici, les hommes ne supportent pas
veut se protéger ni rien. Puis il y a beaucoup d'infidélité, donc les femmes elles sont confrontées à des maladies, à beaucoup de choses. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer le problème en France comme ici, dans des quartiers ici. Et la fois où tu as été la plus heureuse ici? Je pense que c'est la naissance de mes enfants. Mais non, moi je suis toujours très émue quand je vois naître des enfants. Donc même si c'est pas les miens, j'ai vu des naissances de maman chez elle, au milieu des cochons et des poules. Et pour moi c'est quelque chose, je me dis la vie quand même... on se dit la vie tient qu'à un fil, mais les enfants sont quand même... Il y a des enfants qui... quand tu vois un petit nourrisson qui vient de naître au milieu des cochons et des poules et tu le vois grandir comme ça et il lui arrive rien, on se dit quand même... on est fort quand même. La fois où tu as été la plus heureuse en Colombie? Alors je pense que c'est d'abord la naissance de mes enfants, et puis la naissance de l'émotion quand on voit naître un enfant. J'ai pu assister plusieurs fois à des accouchements des mamans chez elles, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui veulent accoucher encore chez elles. Et donc je trouve que la vie est magnifique de voir un petit bébé qui arrive, qui naît sur un lit à moitié sale, au milieu des cochons et des poules, et de voir que c'est un petit bébé qui va grandir, qui va être heureux. On se dit que la vie humaine est quand même... Dieu fait bien les choses, et c'est magnifique. Et comment fonctionne l'association économiquement? Alors, surtout grâce à la France. C'est-à-dire qu'il y a, comme je te dis, le petit groupe de volontaires en France qui travaillent tout au long de l'année. Et puis, on a un système de parrainage d'enfants. Donc là, les parrains, tous les ans, on leur envoie un courrier pour voir s'ils veulent adhérer à nouveau. En général, ça marche très bien. Donc, on a un groupe de près de 300 adhérents qui, tous les ans, vont faire un don et cotiser. Donc ça, c'est ce qui marche le mieux. Et puis après, donc les activités qui sont organisées en France. Et puis nous, en Colombie, on essaye aussi d'organiser quelques activités. Alors ça peut être avec les familles du quartier, organiser une tombola ou d'autres petites activités. Dans les années passées, on a été aidé plusieurs fois par la mairie, avec des petits contrats. Et voilà, on essaye comme ça de... Mais on fait des activités suivant les fonds qu'on a. Donc il y a des années où on a énormément fait de projets avec beaucoup de professionnels. Et il y a des années où on n'est que deux avec Octavio. Et voilà, on fait suivant les fonds qu'on a. Tout en essayant de garder les activités qu'on a déjà mis en place, comme le foot, l'éducation, etc. Oui, parce que comment s'organise par exemple une semaine à l'association? Quelles sont les activités, les principales? Alors le principal, c'est la maison d'accueil est surtout ouverte pour les enfants, pour le soutien scolaire. Donc le matin et l'après-midi, ils ont un horaire lesquels ils peuvent tous venir, tous ceux qui désirent venir faire leurs devoirs. Donc il y a une bibliothèque, ils peuvent chercher dans les livres, il y a un ordinateur avec internet, voilà. Et ils sont aidés soit par des bénévoles, soit par Octavio, soit par les Français qui sont là à cette époque. Et puis après, il y a des horaires pour les activités manuelles, activités ludiques, etc. Octavio entraîne les enfants 2 fois par semaine le foot. Et puis après, on travaille aussi avec d'autres organismes qui de temps en temps viennent organiser des activités dans la maison d'accueil. Donc ça peut être des activités sanitaires, des réunions avec les parents, des formations pour les mamans, voilà, etc. Donc ça change un peu tout le temps. Parfois il faut changer le planning, on avait prévu de faire une chose, finalement on change parce qu'il y a un groupe qui vient nous aider. On travaille aussi avec des universités, avec des écoles qui nous envoient des jeunes en formation. Voilà. Oui, alors les parrainages en fait c'est facile. Pour parrainer un enfant, il suffit de faire un don de 100 € par an. Avec ces 100 € qui ne représentent pas grand chose finalement pour peut-être une personne qui habite en France, avec ce don, on peut parrainer un enfant pendant 1 an, c'est-à-dire qu'il va avoir toutes les fournitures scolaires, tous ses uniformes, ses chaussures, ses livres, et puis il peut aussi venir tous les jours à la maison d'accueil faire ses devoirs, et il va avoir un suivi, c'est-à-dire qu'on va aller le visiter chez lui, on va aller voir comment ça se passe, s'il fait bien ses devoirs, s'il va bien à l'école. On va essayer de faire un suivi avec ses parents. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important, il y a beaucoup d'enfants qui nous demandent encore de les aider. Donc on essaye de les aider un petit peu d'une autre façon. Parfois il y a des parents qui sont très généreux, qui nous donnent un petit peu plus d'argent. Donc avec ça on arrive à acheter des fournitures scolaires pour plus d'enfants. Et voilà, donc on fait un peu avec ce qu'on a, mais c'est vrai que le parrainage c'est très important pour que des enfants puissent avoir tout et puissent arriver jusqu'au bac et finir leur bac. D'accord. Et est-ce que tous les enfants peuvent rentrer au
sein de l'association, dans la fondation, est-ce que c'est que les enfants parrainés? Non, non, non. Tous les enfants ont le droit de venir s'inscrire à une activité. D'ailleurs, quand on organise des activités avec Octavio, en général, on essaye malheureusement, on ne peut pas inviter 300 enfants, par exemple, si on fait une activité ludique, on ne peut pas inviter 300 enfants. Donc, par exemple, je vais dire à Octavio qu'on va faire l'activité avec 50 enfants. Donc, on va essayer de choisir à ce moment-là des enfants dans le quartier, des enfants qui auraient besoin de cette activité. On essaye de changer. Si, par exemple, on a 25 invitations au cinéma, on va essayer de récompenser les enfants qui ont eu des bonnes notes scolaires, mais pas forcément les enfants qui sont parrainés. C'est ouvert vraiment à tous les enfants du quartier. Tous ceux qui veulent participer au foot ont le droit de s'inscrire. Voilà, c'est ouvert à tous ceux qui en ont besoin. Ah, et à propos de l'église, la chapelle ici, est-ce que tu peux raconter l'histoire? Alors, c'est la chapelle Sainte-Anne. Elle a été construite grâce à la famille Schmitt. L'histoire est triste puisque c'est suite au décès d'Anne-Lorraine Schmitt qui a été assassinée dans le métro à Paris. La famille a reçu beaucoup de dons. Et généreusement, elle a décidé de tout offrir à l'association Caminos d'Esperanza. Et en fait, je pense que c'est une grâce de Dieu, un signe du ciel, parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais déjà fait les plans de la chapelle, mais on n'avait pas du tout de fond. Et c'était un peu une illusion pour moi, c'était un projet qu'on avait avec un prêtre de faire une chapelle dans le quartier, mais on ne savait pas du tout comment on allait pouvoir le réaliser. Et en fait, au même moment où moi, j'arrivais avec les plans en France, en disant d'une façon ou d'une autre, j'avais essayé de chercher les fonds, c'était quand même des fonds assez importants. Le jour d'après, la maman d'Anne-Lorraine nous a appelé en disant voilà, on a beaucoup d'argent, on ne sait pas quoi en faire. Enfin, si, on ne sait pas quoi en faire, non, on voudrait que cet argent serve pour une œuvre et on voudrait vous la donner. Et là, tout de suite, je me suis dit voilà, c'est un signe du ciel, c'est pour la chapelle. Dieu veut qu'on fasse cette chapelle soit construite et elle sera construite. Donc, même pour la famille Schmitt, je pense que c'est un projet magnifique parce que ce sont des personnes très chrétiennes. On a la chance ici dans cette chapelle d'avoir la photo d'Anne-Lorraine avec son chapelet et ses médailles que sa maman nous a remises. Tu peux continuer à parler, je pense que je parle un peu. Voilà, donc voilà, Anne-Lorraine est présente avec nous, à 8000 km de sa famille. Et c'est grâce à elle si dans ce quartier nous avons une chapelle. Et grâce à sa famille qui continue à nous aider pour les réparations, pour toutes les choses qui sont faites dans la chapelle. Alors, Madame Schmitt, normalement, devrait venir en Colombie l'année prochaine. Ça fait déjà quand même pas mal d'années que la chapelle est construite et on voudrait qu'ils connaissent la chapelle de leur fille. Voilà, c'est la chapelle Sainte-Anne. Elle s'appelait Anne-Lorraine, mais il n'y a pas de Sainte-Anne-Lorraine. Donc on a gardé Sainte-Anne, c'est la maman de la Sainte Vierge. Super. Voilà. Et je pense que c'est très important d'avoir une chapelle au sein du quartier, parce que ça nous permet de faire du catéchisme, d'avoir une présence quand même saine au milieu d'un quartier qui est quand même très confronté à la violence, à des problèmes. Pour nous, c'est important d'avoir un prêtre qui vienne 2 fois par semaine, que les gens commencent à évangéliser, même si c'est un travail de longue haleine, parce que c'est difficile, les gens au début ils n'étaient pas habitués, etc. Donc c'est bien parce que maintenant il y a un bon groupe de femmes qui s'occupent de la chapelle et qui ont envie d'évangéliser, qui ont envie de remplir la chapelle, qui ont envie que ce soit joli. Donc voilà, donc on est vraiment content que ça puisse améliorer les choses. Oui, il y a des femmes et puis il y a aussi quelques hommes aussi qui participent aux travaux de la chapelle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben non, on veut vous remercier de votre visite, de tout ce que vous avez fait en si peu de temps, de la Sainte Vierge que je vais garder précieusement, et de la pièce de théâtre, de tout ce que vous avez fait. Enfin, je vous félicite parce qu'en 3 semaines, c'est pas facile déjà d'arriver à monter un projet, donc d'en avoir monté 3 à 2, c'était pas mal. Voilà, donc on va garder des bons souvenirs de votre voyage, à la fois dans nos cœurs et sur nos murs. Voilà, c'est sympa, merci.